on arrive au moment où on doit se confronter au principe de réalité. Dans la phase amont, tout le monde a plein de bonnes idées, ça va pas coûter cher, ça va se faire très vite et tout va bien se passer. En fait, c'est quand on arrive dans la phase de réalisation où on est généralement confronté au principe de réalité avec des choses qu'on pas. Il n'y a pas eu un manager comme Thierry en amont qui connaît très bien la partie informatique et qui est capable de donner un plan qui tienne la route. Généralement, des conseils, quelle qu'en soit la nature, qui sont arrivés et qui ont souvent survendu un petit peu la faisabilité de la chose. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et 2 ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast CIO Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnels. Au cœur des crises, au cœur des moments clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Jérôme Marceau qui est DSI Transition depuis 5 ans. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors toi Jérôme, tu as un focus particulier, on en parlait sur la restructuration en profondeur des systèmes d'information, surtout dans des environnements politiques assez complexes. On va en parler comme sur les carve-out, mais pas que. Avant de faire un focus là-dessus, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Voilà, tu as été DSI avant, dans quelle typologie de société, comme ça qu'on connaisse un peu mieux ton parcours. Oui, tout à fait. Donc, moi déjà, j'ai 58 ans. Je suis DSI depuis 2001, donc un peu plus d'une vingtaine d'années. Et comme tu le disais, manager de transition depuis un peu plus de 5 ans. Si je dois donner une thématique en fait à ma carrière, ça serait plutôt le healthcare, mais au sens vraiment très large du healthcare, depuis les laboratoires pharmaceutiques jusqu'à l'assurance de personnes, en passant par la distribution de produits d'hygiène, que ce soit en mass market ou en retail OTC. Mais globalement, ça a été une première partie de ma carrière, puisque après, j'ai touché des secteurs assez divers, comme la banque, comme une mission que je termine sur les OPCO, donc assez transverse, assez large, pas d'industrie, plutôt du service, on va dire. Et donc du coup, depuis 2018, tu es devenu un manager de transition, c'est ça? Oui, donc avec alors des expériences qui sont un peu atypiques dans le management de transition. Puisque j'ai fait le carve-out de Barclays France, qui est devenue la banque indépendante Miliis après le rachat par un fonds d'investissement. Et ça, c'est une mission qui a duré pratiquement 2 ans. Et là, par exemple, mission de longue durée aussi, puisque je suis en train de fusionner 5 systèmes d'information donc pour Acto, qui est une mission qui m'aura pris quasiment 3 ans, puisque c'est dans des environnements paritaires qui sont particuliers, on va dire, à manager. Ok, j'imagine bien. Et donc du coup, aujourd'hui, tu parlais d'environnement politique complexe, de restructuration profonde. C'est quoi les typologies donc de typologie de missions qui amènent à cette restructuration profonde? Donc il y a les carve-out, les fusions. C'est quoi un peu les expériences? Alors évidemment, ce qui vient tout de suite en tête, c'est un carve-out, une fusion pour une raison X ou Y, que ce soit une part d'une entreprise qui prenne son indépendance parce qu'il y a un vrai business à monter ou une fusion, mais il y a aussi au-delà de ça, parfois des besoins de transformation profonde et ça a été une des missions, même si j'étais pas manager de transition à l'époque, qui se rapproche un peu du management de transition que j'ai mené notamment pour Massif Mutualité en 2010, où on a changé tout le système d'information santé de Massif Mutualité en 6 mois.
Donc, c'est ce que j'appelle vraiment des transformations profondes importantes, puisque la survie de l'entreprise dépendait de ce changement de système d'information, l'ancien système n'étant plus capable de suivre en fait le rythme et la volumétrie du business qu'il y avait derrière. Donc, c'est en fait tous ces changements qui sont globalement des changements majeurs pour l'entreprise et qui font que, d'une certaine manière, même si je caricature un peu, la survie de l'entreprise est engagée d'une manière ou d'une autre. Ouais, non, mais bien sûr, en fait, indépendamment du côté un peu noir ou blanc, on est sur quelque chose d'extrêmement critique, important, où l'ensemble de l'entreprise a décidé que c'était le point chaud de maintenant à faire et que tout le monde devait y concentrer toute son énergie. C'est bien ça. Tout à fait. Alors, ce qui après peut se traduire de manière quand même légèrement différente d'entreprise en entreprise, parce que pour certaines, c'est vraiment une question de vie ou de mort, et là, c'est très facile, entre guillemets, à mener comme projet, parce que tout le monde va travailler dessus avec le même objectif. Il faut que l'entreprise survive, il faut que l'emploi survive, donc tout le monde y va de bon cœur, et ça se passe, je dirais, très facilement. Sur d'autres aspects, même s'il y a des transformations profondes comme ça, il n'y a pas forcément toutes, je dirais, les directions ou toutes les parties qui sont bien alignées. Et ça fait partie aussi du rôle du DSI maintenant en management de transition, comme j'interviens, de faire en sorte d'aligner ces parties, de leur faire comprendre là où est l'intérêt de chacun et de proposer des solutions, des possibilités qui puissent satisfaire tout le monde, ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui n'est pas toujours évident. Du coup, on a précédemment fait un épisode avec Thierry Arnaud, que tu connais puisqu'il est dans la même communauté infortive que toi. Et Tout on à a fait. parlé beaucoup de la phase d'audit et de préparation du carve-out, c'est-à-dire jusqu'à la signature du TSA. Est-ce que tu peux nous en parler, toi, du coup, quand tu arrives dans une mission, toi, tu as fait cet audit-là, ou des fois, j'imagine que ce n'est pas toi qui l'as fait, et ça vient d'être signé, et ça commence. Qu'est-ce qui se passe, en fait, à ce moment-là, dans le carve-out, dans une fusion, des deux côtés d'ailleurs? J'imagine que tu as fait le côté vendeur et acheteur. Qu'est-ce qui se passe quand ça a été signé, et qu'est-ce qui, enfin voilà, c'est la course contre la montre a commencé. Comment tu déroules? Alors, là, je dirais, on arrive au moment où on doit se confronter au principe de réalité. C'est vrai que dans la phase amont, tout le monde a plein de bonnes idées, ça va pas coûter cher, ça va se faire très vite et tout va bien se passer. En fait, c'est quand on arrive dans la phase de réalisation où on est généralement confronté au principe de réalité avec des choses qu'on pas, s'il n'y a pas eu un manager comme Thierry en amont qui connaît très bien la partie informatique et qui est capable de donner un plan qui tienne la route, généralement des conseils, quelle qu'en soit la nature, qui sont arrivés et qui ont souvent survendu un petit peu la faisabilité de la chose. Donc, c'est de pouvoir présenter au PDG, au DG et aux différentes parties prenantes sur le principe de réalité, ce qu'on peut faire réellement et le timing qui va bien par rapport à ça. Donc, globalement, ça pourrait être considéré au départ comme quelqu'un qui apporte non pas des solutions, mais des enquiquinements, parce que tout devait être rose et on commence à dire, bah non, en fait, ça va pas être rose, et voilà les difficultés auxquelles on va être confronté, et voilà ce qu'il va falloir faire, et parfois plus cher que ce qui était prévu au départ. Donc c'est globalement d'être capable de porter un projet en expliquant ce principe de réalité, en l'argumentant correctement, et après, c'est de faire en sorte de tenir ce qu'on a vendu, ce qu'on a proposé. Ok. Et ça, c'est souvent c'est un point qui arrive quand c'est pas toi qui as fait la partie audit. En général, c'est quand même toi qui l'as fait quand on te demande, ou ça arrive quand même Bah, souvent que tu viennes juste après? je dirais ça dépend, c'est très variable, mais moi j'ai plutôt été dans des situations où j'arrivais pour la partie réalisation que pour la partie diagnostic. Je parle sur carve-out ou fusion, donc ça a été décidé, on fait le carve-out. Il y a un TSA qui a été négocié et qui va ou ne va pas correspondre à ce dont on a besoin réellement derrière. Je parle notamment en termes de temps, puisque généralement sur les projets, la clé c'est le temps nécessaire pour mettre en œuvre ce qui a été vendu à la base.
Euh, et Ok. Donc toi, c'est plutôt dans ce cadre-là de mission que tu arrives, quoi. tout à fait. Et donc, c'est déjà de pouvoir Ok. transformer l'architecture, on va dire, globale du projet qui a été mise sur le papier en vraiment quelque chose de concret. Et par rapport à ça, en fait, c'est de bien distribuer les rôles au sein des équipes, que ce soit des équipes systèmes d'information, d'une part, ça semble évident, mais pour moi, c'est surtout aussi au sein des équipes métiers. Parce qu'on ne va pouvoir reconstruire un système d'information, quel qu'il soit, hein, que ce soit dans le cadre d'une fusion ou d'un carve-out, qu'avec les métiers, puisque le système d'information n'est pas une fin en soi. Moi, c'est mon mantra, hein, c'est vraiment un outil au service des métiers. Donc, c'est de pouvoir embarquer correctement les métiers qui, généralement, dans des cadres de fusion ou de carve-out, ne sont pas disponibles parce que leur préoccupation principale, c'est qu'est-ce que je deviens demain, moi, dans la future organisation, quel sera mon poste, comment je vais m'en sortir, est-ce que ça sera intéressant, etc. Donc, de réussir à les embarquer sur le projet pour pouvoir construire ensemble le système de demain. Et ça, je dirais, on n'est plus dans Pour être le. sûr de comprendre, Jérôme, ce que tu dis. Excuse-moi, Jérôme, on a Oui, je t'en prie. un petit décalage. Et c'est juste pour être certain toujours de comprendre ce que tu viens de nous expliquer. C'est que quand toi, tu arrives, donc tu as une première problématique, c'est de réactualiser un peu la feuille de route en termes de temps, parce qu'il y a eu des fois une surpromesse liée à un manque d'expertise ou des fois une envie de dire oui, ça va bien se passer, ou déjà du coup, tu fais un peu un bilan et tu reviens voir le commanditaire et tu dis bon, on vous avait promis ça en X mois, ça va être compliqué, il faut penser plus de temps. C'est le premier point. C'est bien ça? Tout à fait, mais en le faisant de telle manière de ne pas être un apporteur d'emmerde, entre guillemets, mais un apporteur de solutions, en disant, voilà, euh, ce que je vous propose ne correspond pas à ce qu'on vous a vendu. Certes, voilà pourquoi ce que je propose est plus réaliste et permettra de mieux atterrir sur ce dont vous avez besoin. Et généralement, ça, il faut le réaligner, c'est assez fréquent. Ok, très clair. Et le second point, c'est comme tu parles enfin, tu nous as expliqué, très bien expliqué d'ailleurs, que toi tu étais quand même dans des transformations profondes. Tu dis attention, c'est pas juste une fusion de SI ou X ou Y pour SI, c'est lié au métier. Donc on l'entend souvent, hein, le côté business partner, mais toi ce que tu dis, c'est non, 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 là on est dans un contexte où souvent ils n'ont pas été impliqués ou pas assez impliqués parce que ils ont déjà, j'imagine qu'il y a aussi des NDA, c'est un peu compliqué, etc. Et en plus, ça, ils ont une boutique à faire tourner. Et là, en fait, toi, tu vas devoir reprendre ce qui a été promis au regard et en impliquant les métiers dès le début de ta mission. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, je dirais que même un petit peu plus que ça. Il faut bien remettre en perspective que, euh, certes, on va avoir des systèmes d'information à reconstruire, quelle qu'en soit la nature, hein, suite à fusion ou, comme on le disait, carve-out ou transformation profonde. On est généralement dans un contexte où les équipes, et je ne parle pas des équipes systèmes d'information, je parle des équipes de l'entreprise d'une manière générale, subissent un bouleversement profond de leur travail au quotidien, puisque soit ils ont été vendus dans le cadre d'un carve-out, donc qu'est-ce que je vais devenir demain? Est-ce que mon boulot existera encore? Est-ce que celui qui va racheter va me garder, etc. Ou dans une fusion, bah, on fusionne à 2, 3, 4, voire plus, 5, comme je le fais à l'heure actuelle. Donc, quel va être mon rôle dans cette nouvelle organisation? Est-ce que je vais retrouver mon poste tel qu'il était? Qu'est-ce qu'il va être? Donc, globalement, le système d'information n'est pas leur préoccupation. Or, les équipes de la DSI ne peuvent pas monter un système d'information seul. Ils doivent monter un système d'information pour répondre à un besoin métier. Et qui, autre que le métier, peut exprimer le besoin de manière correcte. Donc, l'enjeu, pour moi, le véritable enjeu, c'est de réussir une partie essentiellement de communication et d'embarquement des équipes systèmes d'information, bien sûr, en expliquant quel doit être le rôle de chacun, ce qu'ils vont avoir à faire dans le projet, etc. Mais ça, c'est la partie, entre guillemets, facile. Mais il faut faire exactement la même chose auprès des métiers et les embarquer de bon cœur, pas à reculons, de façon à ce qu'on ait vraiment une dynamique projet qui puisse avancer rapidement. Ok. Et ça, juste parce que j'ai un point que j'ai un peu du mal à comprendre.
Quand tu dis embarquer les métiers pour une personne de communication, voilà, ok, pour aussi bien sûr dessiner ce qui va se passer et qu'ils aient une perspective et qu'ils comprennent le futur, concrètement, ça veut dire quoi en fait? C'est parce que du coup, tu vois, c'est quoi? C'est vous utilisez tel outil parce que vous aviez ces contraintes-là. Aujourd'hui, dans le TSA, on irait plutôt sur tel outil du client de l'acheteur. Et donc, du coup, faut vérifier ensemble si ça pourrait le faire et voir ce qu'on pourrait proposer. Tu vois, concrètement, c'est quoi les points ensemble que vous regardez dans ce qui avait été validé initialement ou dessiné initialement et la réalité avec ce principe de réalité que tu disais au début? Alors, je vais l'aborder plutôt à ce moment-là sous un angle processus. C'est de dire demain, comment vous allez travailler. Vous avez été racheté par quelqu'un d'autre, soit on va dans son propre système d'information, soit, et à la limite, ça serait peut-être même le plus facile, soit on doit reconstruire un système d'information pour être autonome. Donc, globalement, aujourd'hui, vous avez des façons de travailler. Demain, vous n'aurez pas forcément les mêmes façons de travailler parce que vous serez dans des environnements différents, parce que globalement, il y a une fusion à plusieurs, donc il faut trouver un compromis sur les façons de travailler entre chacun. Et avant même qu'on commence à parler d'outils ou de systèmes d'information, comment est-ce qu'on va travailler demain? Ça, généralement, dans les TSA, quand c'est défini au départ, c'est pas abordé. C'est, bah oui, demain vous allez être autonome, on vous donne un an, 18 mois, 2 ans pour réaliser ça, mais on ne parle pas de la façon de travailler. Et donc ça, c'est important pour pouvoir cadrer le plus tôt possible le projet pour dire, bon, demain on travaille comme ça, donc on va utiliser derrière tels outils, et ces outils, voilà comment il va falloir les mettre en place, les paramétrer, les faire dialoguer avec tel ou tel autres outils, ce genre de choses. Donc c'est déjà à la base refaire non pas une analyse de besoin, mais une analyse du, de- des processus métiers, de la façon de travailler, sans que ça prenne des mois et que ça permette de vraiment cadrer comme il faut le projet pour pouvoir, encore une fois, avancer le plus rapidement possible derrière. Ok, très clair. Donc en fait, ce que tu dis, je reformule pour être sûr de comprendre, c'est que le TSA, il a mis des grandes lignes qui sont des objectifs en disant, voilà, d'ici 24 mois, vous serez indépendant, etc. Par contre, ça dessine pas du tout comment le faire, quelles sont les contraintes qui vont se passer. Et toi, tu es obligé de reprendre point par point avec eux, concrètement, comment ils visualisent les choses et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour y arriver. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Ok, top. Et du coup, ça, c'est une façon de les impliquer, de faire en sorte que, déjà de réussir, mais aussi qu'ils voient et soient rassurés dans le futur de l'organisation parce ils comprennent mieux comment ça va changer, ce que ça les impacte, non? Tout à fait. Alors, c'est, je dirais, au-delà de la partie réalisation technique, c'est avant tout un enjeu de communication et de visibilité de où on va. Ça permet, aussi bien pour un DG que pour des directeurs métiers, que pour les équipes qui participent au projet, de dire, bon, on va faire ça, voilà comment on va le faire et voilà comment on va s'organiser pour pouvoir le faire. Et ça, c'est fondamental parce qu'il y aura forcément des tensions dans le projet, un projet qui est timé, bien entendu, parce qu'il y a des deadlines derrière pour pouvoir faire le carve-out. Et ça permet, lorsque il y a des interrogations, des tensions dans le projet, de revenir aux fondamentaux en disant, on a défini qu'on allait faire ça, qu'on allait travailler de telle manière, etc. Donc on revient à ces fondamentaux et on réavance et on réembraye et on continue. Ok, très clair. Et ça, du coup, quand tu le fais, donc c'est-à-dire que le TSA a été signé, donc c'est public. Et donc, du coup, ton premier contact avec les métiers, parce que j'imagine que tu peux pas leur promettre, ou tu sais même pas si tu fais, c'est pas, ça serait pas sérieux de leur promettre que, je sais pas moi, ils vont tous rester ou que, enfin, tu vois, tu peux pas avoir de promesses liées un peu au corps Non, social, non? non, mais alors, ce que j'ai tendance à faire personnellement, c'est de dire, moi je suis incapable de vous garantir si vous serez là demain ou pas. Par contre, ce que je vous propose, c'est de participer à un projet de construction. À partir du moment où vous allez construire les outils, où vous allez construire la façon de travailler de demain, vous serez quand même aux premières loges pour pouvoir piloter ça à l'arrivée. Je ne vous garantis pas que vous aurez le poste qui va bien pour ça, mais vous aurez au moins toutes les cartes en main pour pouvoir l'avoir. Et ça se vend bien d'une Ok. manière générale. Oui, parce que du coup, ils comprennent aussi qu'il y a une question de mérite.
dans le sens où ça se comprend, et que tu peux pas le promettre, mais qu'ils auront toutes les billes pour pouvoir quand même créer le job qu'ils aimeraient avoir par rapport à cette nouvelle opportunité, en fait. Oui, d'une certaine manière, parce que qui est le mieux placé pour pouvoir gérer, alors non pas un système d'information, mais je dirais un business demain, que celui qui a permis sa construction. Bien sûr. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est compréhensible et où tu n'as pas besoin de survendre le fait que ça pourrait se passer comme ça. Ils le comprennent, ils le voient. Et puis après, à un moment donné, il y a une dose de risque qui est déjà là et qu'ils acceptent ou pas. Et j'imagine que tout le monde n'accepte pas ce côté un peu. Il y a plus de chances que tu y arrives que non, mais il y en a quand même beaucoup qui le font. Non? Oui, et puis alors après, il y a toujours des gens qui sont réfractaires, mais généralement, c'est pas ceux qui embarquent sur les projets, ou tout du moins, on va essayer de voir avec les managers, avec le DG, de plutôt avoir des gens qui vont être moteurs, qui vont être constructeurs et qui demain, forcément, auront un rôle à jouer dans l'entreprise qui en résultera. Ok, très clair. Donc, ok, donc tu fais ça avec les métiers. En général, dans l'équipe SI, dans l'équipe métier, parce que les deux, en fait, on se challenge là, tu perds combien de gens, en fait? Combien de gens n'arrivent pas à se projeter, à se dire non, c'est mort, c'est pas pour moi? Ah, c'est complètement variable, ça dépend des Ouais. entreprises. Mais je vais donner un exemple. Barclays était assez significatif. Barclays, quand j'ai pris la mission, c'était à l'époque 250 applications pour faire tourner la banque, une équipe à peu près de 38 personnes. Et c'était essentiellement du gros système, de la S400, avec des choses intermêlées au niveau international de Barclays, un vrai plat de spaghettis, donc quelque chose pas du tout facile à maintenir. Ce qui avait été convenu dans le TSA, c'était de remonter en fait une nouvelle banque avec de nouveaux outils à partir d'un intégré bancaire fourni par un prestataire. Et globalement, les compétences d'un point de vue système d'information pour faire tourner cet intégré demain n'étaient absolument pas les mêmes que celles dont on avait besoin au départ pour faire tourner la banque. Plus besoin de gros systèmes, plus besoin d'AS400, etc. Euh, Globalement, ça s'est traduit sur l'équipe. On est passé de 38 à 35, mais en fait, il y en a 25 qui sont sortis et on a recruté 22 personnes. Mais, et c'est là où j'insiste systématiquement, les règles du jeu étaient très claires depuis le départ. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de surpromesses en disant à tout le monde vous allez rester demain, etc. On a été assez clair dès le début en disant bah, votre profil, typiquement, il n'y en a pas besoin demain. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est vous restez pour le projet, vous nous aidez à mener ça bien, vous avez une bonne prime au bout. Derrière, on vous fait une reconversion et on met les moyens qui vont bien pour que vous retrouviez un travail comme il faut. Mais vous aurez en plus sur votre CV le fait d'avoir participé à cette aventure, qui n'est pas un petit projet, donc qui est vraiment valorisant, et globalement susciter de l'intérêt aussi pour ces personnes-là qui n'avaient pas l'intention de rester. Et pour celles qui avaient l'intention de rester, bah, de la même manière, c'est de dire, bah, si vous voulez rester, expliquez-moi pourquoi. Projetez-vous, dites-moi ce que vous avez envie de faire, et globalement, on va trouver ensemble votre position dans la future organisation pour pouvoir mener ça à bien. Et en fait, c'est par ce dialogue, aussi bien avec les personnes qui restaient qu'avec celles qui partaient et celles qu'on a recrutées derrière, d'être très clair sur la vision de où on va et comment on va le faire, et ce qui arrive au bout, dans la mesure du possible, on va dire. Dans la mesure du possible, bien sûr. Ok. Donc, dans tous les cas, de toute façon, toi, tu es obligé d'être dans une logique constructive parce que le change est tellement important que tu es obligé de garder et de faire en sorte de trouver les moyens pour que les personnes contribuent Oui, à ce passage-là. Sinon, t'es mort, tout quoi. à fait. Et ça, je dirais que c'est la grande force aussi du manager de transition parce que dès le départ, on est là pour mener une mission, on n'est pas là pour rester. Et ça, les équipes le savent. Donc, dès le départ, il y a un deal qui est clair entre eux et moi, de dire, moi, je ne suis pas là pour enquiquiner le monde. Je suis là pour trouver les solutions, je suis là pour faire avancer les projets, je suis là pour faire en sorte de mettre en place une organisation qui demain tienne la route. Donc, on se projette ensemble, on voit comment on peut faire au mieux pour tout le monde, et je suis pas derrière, je ne peux pas être taxé derrière
de chercher à préserver mon poste ou à me placer ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, je ne serai pas là demain. Ok, donc tu as un regard des équipes, les équipes ont un regard sur toi qui est différent, qui te permet d'avoir une posture et un échange avec eux qui est plus adapté à ce type de mission. C'est ça que tu Tout dis? à fait, tout à fait. Ok. Et donc du coup, donc ça se lance. Donc on comprend bien l'importance d'impliquer les métiers parce que bah, du coup, sinon, même si on réussit le carve-out, ça va pas fonctionner juste après. Ok, on est très clair sur les équipes IT aussi. Il y a une question RH assez importante. Est-ce que du coup, dans ce type de mission, en fait, tu as toujours une relation privilégiée avec le DRH? Ah oui, 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 systématiquement. Parce que de toute manière, que ce soit dans le cadre d'un carve-out ou d'une fusion, il faut qu'on puisse projeter l'organisation de demain. Et je dirais, au-delà même de la partie système d'information. C'est-à-dire que le DRH va avoir, avec le DG, bien entendu, une idée de comment ils vont structurer l'entreprise demain, de combien de personnes on a besoin dans telle ou telle direction, comment les directions vont se réaménager, etc. Et par rapport à ça, il faut que ce soit en lien étroit avec le projet système d'information, puisqu'on va servir en fait ce besoin derrière. Donc, il faut qu'on le connaisse et qu'on puisse en discuter et expliquer aussi potentiellement d'un point de vue système d'information ce qui est pertinent ou pas pertinent en termes de, je dirais aussi par exemple d'industrialisation des métiers, ce genre de choses. Et c'est donc un dialogue étroit avec la DRH, avec le DG bien entendu, mais je dirais d'une manière plus générale avec toutes les directions. Oui, non, bien sûr, mais disons que la partie enfin, de ce que tu nous expliquais sur l'importance d'être en capacité de comprendre les personnes, comment elles se projettent, comment elles pourraient faire partie de l'histoire, etc. S'il n'y a pas une composante ou une personne à la RH qui tient la baraque, j'imagine que tu peux être dans une position difficile. Oui, c'est clair que c'est beaucoup plus simple quand on a côté DRH une personne qui comprend les enjeux qu'on lui explique et qui est facilitatrice derrière pour les sorties, les entrées, etc. Ok, très clair. Euh, Tu disais donc du coup que c'était important, enfin tu me reprenais en disant que c'était important d'avoir une très bonne relation, une proximité avec l'ensemble des directions impliquées. Par exemple, sur la partie financière, vu que enfin, le DAF, du coup, vu qu'on est quand même sur un moment de rachat ou de cession, c'est quoi les interactions que tu vas avoir avec lui par rapport à tes enjeux à toi? Alors là encore, ça dépend des projets. Euh, L'interaction financière première à la base, ça va être déjà par rapport au coût du projet et au coût potentiellement du run demain. C'est-à-dire qu'il faut être capable de donner une bonne visibilité au DAF, au DG sur ça va coûter tant et voilà pourquoi ça va coûter tant. Parce qu'il faut acheter tels outils, telles licences, etc. Et quel est le rationnel derrière ça, mais c'est aussi de pouvoir expliquer demain, au-delà du coût du projet qu'il va falloir amortir, combien ça va vous coûter en vitesse de croisière pour pouvoir maintenir tout ça en place. Que ce soit d'ailleurs sur les coûts récurrents de licence, de MCO, etc., mais aussi sur les coûts d'équipe, voire de prestations supplémentaires nécessaires pour faire tourner la boutique. Ok, Mais au-delà très de clair. ça, mais au-delà de cette partie première qui est intrinsèque à tout projet, je dirais, c'est aussi de pouvoir discuter avec les finances, avec la direction générale et tout ça sur demain, pour que l'entreprise soit compétitive, comment elle doit se structurer et donc à partir de là, comment le système d'information peut répondre à ce besoin de structuration, à ce besoin de développement, à ce besoin d'industrialisation pour faire en sorte que les objectifs, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, etc., de l'entreprise, puissent être tenus grâce au système d'information. Alors quand je dis grâce au système d'information, de par l'industrialisation qu'on a pu faire sur des chaînes de traitement, par exemple, ou alors sur de la visibilité qu'on est capable d'apporter au niveau de la BI, par exemple, sur tout un tas d'indicateurs de l'entreprise. Ok, très clair.
très très clair. Après, du coup, j'imagine que tu as une phase initiale avec les équipes, avec les personnes, parce que de la direction pour créer cette relation, comprendre, etc. Puis après, tu rentres vraiment dans le dur de l'exécution. Mhm. Vraiment, voilà. Euh, tu me disais. Alors, Vas-y, Je, vas-y. je dirais juste sur cette partie phase d'exécution, Ouais. généralement ce que je vois moi dans les missions, c'est-à-dire qu'il y a une partie exécution qui se met en place assez rapidement, notamment sur toute la partie infrastructure des systèmes d'information, parce que ça ne dépend pas entre guillemets d'un dialogue avec les métiers, sauf à ce qu'on soit vraiment pas au clair sur le type de solution qu'on met en place, ce genre de choses. Euh, la partie infrastructure peut se faire de manière assez autonome côté DSI en termes de rationalisation des outils, des différentes infrastructures qu'on peut avoir, de choisir ses data centers, ses fournisseurs SaaS ou cloud, ce genre de choses. Euh, donc ça peut démarrer très très vite pendant que on commence, je dirais, ou on finit de discuter avec les métiers sur ce qu'on va faire exactement d'une manière pratique pour eux. Donc il y a Ok, deux très phases en clair. fait qui se font pour moi de manière concomitante. C'est la construction de l'infrastructure du système d'information qui peut commencer très très vite et la construction, je dirais, fonctionnelle du système d'information pour les métiers qui, elle, va prendre un peu plus de temps. Ok. Sur la partie du coup des éditeurs SaaS ou autres avec qui l'entreprise travaillait précédemment, comment tu gères la relation pour parce que j'imagine que tu veux essayer de négocier d'arrêter des contrats parce que tu vas plus les utiliser. Enfin, cette partie-là, comment ça se passe? Alors là encore, c'est très variable hein, en fonction du contexte, parce que parfois on réutilise une bonne partie des solutions existantes, d'autres fois on change tout. Donc ça dépend un petit peu du contexte. Ce que j'essaie de faire d'une manière générale, c'est d'être assez dans une relation plutôt de partenariat, je dirais, avec les fournisseurs que une pure relation client-fournisseur. Et pour ça, c'est de leur donner une visibilité le plus tôt possible en disant, bon, écoutez, votre solution demain, on ne va pas la garder. Par contre, voilà à quel horizon on va basculer. Ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez nous accompagner correctement sur cette transition. C'est par rapport à ça, peut-être de leur commander lorsque c'est nécessaire de la prestation supplémentaire pour accompagner là-dessus, mais en leur donnant de la visibilité sur il y a une date de fin, voilà à quel horizon ça va se terminer, et globalement, au moins ils savent où ils mettent les pieds, et derrière, c'est, je dirais, dans la capacité à les convaincre de garder une bonne relation, ce qui généralement est le cas, hein, mais garder, je dirais, une certaine motivation pour qu'ils soient aussi moteurs dans la transformation, même si demain ils disparaissent. Ok. Donc en gros, tu dis de toute façon, il y a le changement, il va y avoir lieu. On va tout faire. Enfin, il y a des opportunités aussi à saisir. Je regarde, moi, je suis transparent, je joue fair play, je vous montre la réalité vers là où on va, etc. Hmm. Donc du coup, si tout le Alors, monde joue bien, ça devrait le faire. tout à fait. Et puis j'avoue que je joue aussi généralement un petit peu de mon statut de manager de transition là-dessus en disant, écoutez, si ça se passe bien, moi demain j'aurai peut-être une autre mission où j'aurai besoin de vous. Et si vous avez bien travaillé, j'irai plutôt proposer vos services que d'autres. Ça, ils entendent facilement, hein. Ok, très clair, oui. Ça reste compréhensible et logique. Ok, dans cette partie-là, d'accord. Et ensuite, de manière par rapport au métier dont tu disais que ça prend un peu plus de temps, etc. Comment concrètement tu redessines les flux, fonctionnellement, etc. Est-ce que c'est toi qui le fais? Est-ce que c'est les gens en interne, enfin les métiers? Est-ce que tu fais appel à la prestation? Parce que Alors, c'est massif en termes de temps à passer, non? oui, généralement, si on veut faire ça bien, il faut vraiment avoir une force de frappe pour pouvoir le faire. Donc, c'est pas moi qui vais le faire seul. Moi, je vais plutôt pousser le DG en lui expliquant que c'est fondamental. Si on ne fait pas ça, globalement, on va se heurter tout du long du projet à des difficultés pour comprendre le qui fait quoi, le comment on veut le faire et ce genre de choses. Donc, fixons-le proprement dès le départ. On va prendre un prestataire spécialisé pour ça, qui va nous faire ça en 3-4 mois globalement, et c'est pas du temps perdu parce que ça servira non seulement dans le cadre du projet, mais ça servira aussi à construire l'organisation qui va se mettre en place au-delà de la partie système d'information. Et ça, généralement, c'est assez bien perçu
par les DG, surtout quand ça vient pas des métiers en fait. Quand ça vient d'un DSI, c'est, je ne vais pas dire atypique, mais un peu quand même, et le message est bien reçu. Et ça, c'est un coût qui, en général, n'avait pas été prévu dans le diagnostic. Non, généralement ça c'est. Alors, Donc, je, je dirais ça après c'est après je vais pas aller tirer non, non, non. des collègues de consultants, hein. Je parle pas de DSI là, mais je parle vraiment de consultants, mais j'ai rarement vu ça, tout du moins. Donc, tu as des gars qui font un audit, qui font des recommandations et qui dessinent le futur, mais dedans, ils n'ont pas mis le coup de il va falloir remapper les flux pour qu'on puisse trouver les bonnes solutions et fonctionnellement faire en sorte que ça fonctionne. C'est ça, enfin, Bah, globalement, ils l'outil. vont. En fait, c'est rare. Enfin, moi, je l'ai pas vu en tout cas dans mes missions. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je l'ai pas vu dans mes missions. C'est rare d'arriver en ayant au-delà d'un diagnostic en disant bah voilà, on fait un carve-out parce que ça va permettre demain de faire tant d'économies, machin, etc. D'avoir un niveau de détail ensuite derrière qui va dire bah voilà comment il faut organiser la société demain pour pouvoir arriver à ça et avec vraiment quelque chose de pragmatique derrière. Et quand je parle de revue des processus et de refonte des processus, je ne parle pas simplement de mettre sur le papier comment on devrait travailler, mais vraiment d'une manière pragmatique, comment ça doit se passer pour pouvoir aller jusqu'à l'aspect détaillé derrière qui va permettre de mettre en place le système d'information correspondant. Et ça, Ouais, généralement, non, bien sûr. moi je ne l'ai jamais vu, hein. Ok. Et du coup, ça, c'est une très grosse partie du temps que tu fais, enfin, que tu mobilises de prestataires et internes pour pouvoir faire en sorte de réussir, on est d'accord? Alors, une grosse partie, ça dépend de la durée du projet, et généralement, c'est adapté à la durée du projet, mais euh, comme ça, je dirais, oui, un ratio de 20% peut-être. Ok. Et c'est quoi, du coup, les autres grandes parties en run comme ça qui vont se passer soit en parallèle, soit en séquentiel? Bah, après, ça va être de gérer, comme dans tout projet, les retards potentiels, les difficultés qu'on peut avoir. Le, le gros enjeu, de toute façon, pour un projet, pour pouvoir réussir, c'est essentiellement la vitesse d'exécution. Et cette vitesse d'exécution va dépendre principalement d'avoir une bonne visibilité de où on veut aller et ensuite de pouvoir avoir les arbitrages qui sont faits vraiment rapidement. J'évoquais le sujet Massif Mutualité au début de notre entretien. On a changé tout le système d'information de Massif Mutualité sur la partie santé en 6 mois. C'était 11 000 jours hommes réalisé en 6 mois. Donc, c'est un gros projet avec beaucoup de monde dessus. Il y a jusqu'à 120 personnes qui ont travaillé sur le sujet. Et en 6 mois, on a réussi à le faire. Et quand on a branché, ça fonctionnait et ça fonctionnait bien. Parce que on avait, au-delà des équipes qui étaient motivées, une DG qui était capable de prendre une décision en 5 minutes sur un coin de table et de dire, OK, j'ai compris, d'accord, on va faire ça, on y va, et tout le monde suit derrière. S'il n'y a pas ça, c'est là où on va commencer à perdre du temps. Donc, le fondamental, c'est d'être capable, et ça, c'est de la responsabilité donc du DSI, du manager de transition, d'amener les éléments de décision qui vont bien au DG ou au métier pour pouvoir trancher et trancher rapidement. Si on n'a pas ça, j'ai d'autres exemples en tête que je ne citerai pas, où on a perdu des mois parce que on n'avait pas de décision derrière sur où il fallait aller. Ok, donc en gros, toi, ton enjeu, donc en dehors de ce qu'on vient de dire sur le mapping et le flux fonctionnel, etc., c'est la question d'avoir des arbitrages à la hauteur et à la rapidité nécessaire pour tenir les délais. C'est ça Tout à l'enjeu fait. principal. Tout à Ok. fait. Et Et tu parlais. Vas-y, excuse-moi. je t'en prie, je t'en prie. C'était sur la question, tu sais, tu parlais au tout début, tu nous disais dans des environnements politiques complexes. Donc moi, quand j'entends ça, je me dis, la prise de décision, ça doit être pas, ça doit être simple tous les jours. Du coup, quand tu dis ça, c'est que globalement, structurellement parlant, la décision, elle est compliquée. Et du coup, j'aimerais bien avoir un peu ton point de vue et un peu sans citer, bien sûr, des entreprises, c'est pas l'objectif, mais de comprendre un petit peu qu'est-ce qui amène à ce contexte compliqué et comment toi tu fais en sorte
d'arriver quand même au succès de ta mission, tout simplement. Alors, oui, les environnements politiquement compliqués, ça veut dire qu'on a plusieurs acteurs autour de la table, quels qu'ils soient d'ailleurs, qui n'ont pas forcément exactement les mêmes enjeux. Même s'ils sont d'accord pour arriver au bout, ça peut être qui va gouverner tout ça demain, quid de la position de chacun, etc. Et donc, mon rôle, puisque j'explicitais que mon rôle, c'est d'amener les éléments de décision, enfin, les éléments qui peuvent amener à la prise de décision d'une manière la plus simple, la plus claire, la plus transparente possible. C'est aussi de trouver des positions potentiellement de décision qui puissent satisfaire tout le monde et ne pas léser certaines parties qui, du coup, seraient en opposition et empêcheraient le projet d'avancer. C'est ça l'équilibre politique qui n'est pas simple à trouver. Et généralement, les DSI sont plutôt des techniques qui vont aborder ça sous l'angle technique. Moi, j'aborde ça plutôt sous l'angle métier et politique, de dire il faut que je trouve une solution qui puisse satisfaire le plus grand nombre pour permettre d'avancer. Ok, donc en fait, tu dis que tu as une grille de lecture où tu essayes vraiment de comprendre les enjeux de chacun, que ce soit en termes de personnes ou en termes d'équipe, les enjeux communiqués et cachés, parce que des fois non dit, pour arriver à débloquer les situations qui peuvent vite devenir en fait un, un imbroglio qui fait qu'on n'avance plus, quoi. Tout à fait, tout à fait. Parce que et j'essaye dans la mesure du possible de trouver vraiment des solutions, des propositions équilibrées où chacun puisse s'y retrouver de façon à garder les personnes embarquées et à ne pas avoir d'opposition marquée, ou alors si vraiment ça, parce que ça arrive aussi dans certains cas, des oppositions trop marquées de gens qui n'ont pas envie que ça aboutisse, d'être capable de les écarter aussi lorsque il n'y a pas d'autre solution possible. Mais encore une fois, avec dans l'idée, pour servir l'entreprise, il faut que l'organisation et le système d'information soient en place le plus rapidement possible de façon à ne pas impacter le business. Et donc pour ça, il faut qu'on puisse avancer rapidement. Pour avancer rapidement, il faut qu'on puisse décider rapidement et on continue et on reboucle. Ok, très clair. Et tu parlais donc du coup que souvent les DSI sont techniques et donc du coup sur ce type de situation, on des fois un peu plus de mal à comment arriver à embarquer tout le monde dans un consensus. Est-ce que aujourd'hui cette compétence-là, tu considères que tu l'as développée en tant que DSI ou par d'autres expériences? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette compétence-là? Euh, Alors c'est pas par mes études, hein, puisque moi j'ai une formation en système d'information à la base. Je pense que c'est plus par une capacité d'écoute et puis les expériences successives que j'ai pu avoir dans des environnements justement qui étaient politiquement très compliqués, des milieux paritaires, ce genre de choses où c'est compliqué d'avoir de la décision. Et comme je suis un homme d'action, ça a été de trouver derrière comment je pouvais faire en sorte de continuer à avancer malgré tout. Mais je pense que c'est Ok, essentiellement donc l'expérience c'est l'expérience qui t'a amené petit à petit et l'ouverture d'esprit. à... Oui, c'est sûr que si on est fermé, ça aide pas trop. Ça, c'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, donc, quand tu gères ça dans le côté environnement politique complexe, tu disais que tu t'es spécialisé là-dessus. Pourquoi tu te fais autant de mal? Pourquoi tu choisis pas des carve-out dans un environnement politique sympa? Ça n'existe pas? Alors je ne sais pas si ça existe, j'espère que ça existe quelque part, mais globalement, s'il n'y a pas d'enjeu, c'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mener des projets plutôt complexes et puis de pouvoir dire, regardez, on l'a fait, on y est, c'est bon, ça marche. Sinon, moi, Ok, je serais encore DSI en place à faire du run. Il y en a qui adorent ça, mais moi, c'est pas du tout mon truc. très clair, très clair, très clair. Et donc, du coup, bon, tu fais avancer les décisions, les métiers avancent
l'analyse fonctionnelle et sur la façon dont tout ça va fonctionner entre eux. Et les équipes IT mettent en place la nouvelle architecture. Quand on est, on va dire, dans le dernier tiers de la mission, est-ce qu'il y a des éléments un peu plus précis qui commencent à arriver pour que tout ça puisse bien fonctionner ou dans tous les cas bien atterrir? Alors, dans le dernier tiers de la mission, il y a différents aspects. Sur un carve-out, si le TSA a bien été calculé, normalement, il n'y a pas d'enjeu. Si le TSA a mal été calculé, il va falloir renégocier le TSA. Donc, ça va être d'être capable de négocier du temps supplémentaire en faisant en sorte que ça coûte le moins cher possible. Donc ça, c'est déjà un des éléments primordiaux. Ensuite, il y a, d'un point de vue purement technique, avant de passer à l'humain, le fait de vraiment faire atterrir, parce que il suffit pas de dire bon bah ça y est, on va y arriver, etc. C'est le, la migration proprement dite qui va être faite à la fin. Il faut qu'elle se passe de la manière la plus simple, la plus facile, la plus fluide possible. Et pour ça, il y a en amont de ça et en aval ensuite, toute une notion de communication, d'expliquer ce qui va se passer dans le détail, quand est-ce que les travaux vont s'arrêter, quand est-ce qu'ils vont reprendre, ce qu'il va falloir faire, etc. Tout au long de ce week-end ou cette semaine de migration, ça dépend un petit peu de l'ampleur des projets. Et au-delà, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir assurer le support de ce nouveau système d'information une fois qu'il sera déployé. Donc, que les gens sachent à qui s'adresser, comment faire remonter les problématiques, parce qu'il y a toujours des choses qu'on n'a pas vues, même si on fait en sorte qu'il y ait le moins de choses possible, et comment on va pouvoir résoudre ces petites problématiques résultantes le plus rapidement possible. Et donc, ce qui me fait rebondir sur l'humain avec plusieurs aspects. D'une part, c'est que l'équipe système d'information qui va être en place donc à l'issue de ces travaux, ce soit clair sur le qui fait quoi, quel va être leur rôle pendant le déploiement à proprement parler, pendant la migration, quel va être leur rôle au-delà, parce que le projet ne s'arrête pas au moment où on livre, il va s'arrêter quand ce qu'on aura livré sera vraiment conforme à ce qui a été demandé et qu'il n'y aura plus de bugs qui viendra potentiellement pénaliser les métiers. Donc c'est de bien faire comprendre toute cette dynamique aux équipes, de bien positionner chacun et que ce soit clair de façon à ce qu'on ne perde pas de temps derrière. Et puis, pour terminer encore une fois sur l'humain, c'est je suis un DSI en management de transition, donc qui prend la suite et comment ça se met en place. Parce que ça, c'est particulièrement important pour ne pas laisser les équipes ou l'entreprise en rade derrière. Sur cet aspect-là, Donc, moi, ce que tu dis, c'est que... Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Jérôme, excuse-moi. En fait, sur cet Non, aspect-là, non, vas-y, c'est bon, t'inquiète pas, je t'écoute. Ok. Sur cet aspect-là, moi, ce que j'ai tendance à faire, si c'est possible, et pour l'instant ça a été possible sur les différentes missions, c'est plutôt de privilégier quelqu'un de l'interne qui est à même, à terme, de prendre le poste de DSI. Si possible, l'identifier assez tôt dans le projet, de façon à ce qu'on puisse, euh, par du coaching, voire de la formation supplémentaire, l'amener à avoir les compétences nécessaires pour prendre le poste. Parce que ça, là où c'est bien, je trouve, c'est que ça assure une continuité. C'est pas quelqu'un qui va débarquer de nulle part une fois que tout aura été fait et puis aura moins de légitimité, je dirais, que quelqu'un qui vient de l'interne, qui sait ce qui s'est passé, qui a participé à la mise en place et qui va pouvoir continuer l'œuvre commencée. Ok, donc toi, tu essayes au maximum de prendre une personne qui est un interne, de la faire monter en compétence et de faire en sorte qu'elle puisse être la plus à même de porter tout ça. Tout à fait, avec l'accord du DG, bien entendu. Hein, c'est pas quelque chose d'unilatéral, bien entendu. Bien sûr. Et du coup, tu as dit que c'était en général possible et que voilà, tu avais plutôt vu ça là-dessus, j'imagine que c'est aussi un bon point pour embarquer les équipes que d'avoir une personne qui était avec eux
au quotidien pour la suite, non? Tout à Pas mal fait, de tout à fait, définitions. ça aide beaucoup. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend de la personne en question. Si la personne a été infernale pendant tout le projet avec les équipes, c'est pas forcément un bon point, mais si c'est le cas, c'est pas la personne qu'on identifie pour prendre la suite. Mais Probablement. généralement, c'est aussi, et je l'ai évoqué un peu à demi-mot dans notre entretien, je pense qu'il y a encore pas mal de DSI ou de futurs DSI qui sont appréhendés par les DG comme des apporteurs d'emmerde. Je parle d'une manière un peu triviale, mais c'est un peu ça, parce que globalement, beaucoup vont dire: «Ah bah oui, mais ça, c'est compliqué à faire, ça va coûter cher, et cetera». Le DG, lui, c'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Ce qu'il a envie d'entendre, c'est: «OK, j'ai compris le besoin et on va faire en sorte de mettre en place et que ça coûte le moins cher possible. Ça va peut-être coûter cher, mais voilà, je vous explique pourquoi». En fait, ce que j'essaye d'expliquer aux personnes donc, que je propose, c'est de dire: jusqu'à présent, vous étiez plutôt considérés comme des apporteurs de difficultés. Positionnez-vous, et je vais vous aider pour ça, en apporteur de solutions pour la DG, pour les directions, et c'est ce qui va faire votre légitimité demain. Donc, on travaille là-dessus, au-delà de la partie technique, hein, parce que généralement, la partie technique, je considère qu'ils l'ont à la base, mais sur cette partie justement relationnelle et positionnement, et ben, c'est de les faire évoluer sur la façon dont on voit le métier de DSI. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a un point, on arrive vers la fin de cette interview, Jean, est-ce qu'il y a un point complémentaire ou un point qu'on n'a pas assez creusé que tu aimerais reprendre? Je vois pas comme ça, moi. Si je reprends, si je devais faire une synthèse un petit peu de l'entretien, c'est de dire: je pense qu'aujourd'hui, le métier de directeur des systèmes d'information a fortement évolué par rapport à ce que c'était autrefois. Autrefois, c'était essentiellement de la technique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu essentiellement un besoin beaucoup plus métier fonctionnel, beaucoup plus d'apport de solutions pour une direction générale que du pur technique. Évidemment, il faut des bases techniques pour ça. Évidemment, il y a toujours derrière des notions d'infrastructure, de sécurité qui sont de plus en plus prégnantes, notamment. Mais au-delà de ça, c'est comment les systèmes d'information vont pouvoir aider les métiers, vont pouvoir aider l'entreprise, vont pouvoir aider le DG à faire en sorte d'avoir une entreprise qui soit plus performante demain et plus profitable. Ok, le changement du métier, le changement de métier du DSI, toi tu le vois vraiment par rapport à la relation que tu as avec les directions générales et avec les équipes sur des moments critiques où tu es plus un organisateur, chef d'orchestre, autant sur la relation IT-métier, le challenge de tout ça, versus celui qui dessine uniquement la partie tech, quoi. Tout à fait. Il y a une partie tech, mais il y a une partie organisation et fonctionnelle qui est primordiale à côté. Super intéressant. Bon, bah, écoute, Jean, je pense qu'on a fait un bon tour de ce qui se passe après la signature du TSA et de tout ce qui reste à faire. Écoute, moi, je te souhaite aussi bonne chance pour ce que tu es en train de faire, parce que j'imagine que ça ne va pas être simple tous les jours, en ce moment surtout, et Bah, vraiment super. je passe sur une autre mission là bientôt, Ok, top. mais qui est Et encore bien, du coup, confidentielle. Mais une belle mission. si des directions générales ou ont des questions sur ce type de mission parce qu'ils sont intéressés par une future fusion-acquisition, etc. Ou si un DSI se pose la question de faire appel à un manager tradition dans ce cadre-là, il peut te contacter, j'imagine, sur LinkedIn. Tout à fait. Top. Et il te dit qu'il vient du podcast et comme ça, au moins, Voilà. tu sauras Mhm. qu'il t'a écouté, que forcément, il a des bonnes Et, questions. et je suis ouvert à la discussion et pas forcément que pour des missions, hein. C'est toujours très très intéressant de pouvoir discuter avec des pairs, avec des directions générales sur des besoins, des façons de voir, et tout sujet, je dirais d'une manière générale. Ouais, super, Jean. Bah, écoute, je pense qu'ils auront reçu le message et c'est top. Comme ça, au moins, ça crée des discussions toujours plus intéressantes. C'est cool de pouvoir connecter les gens de cette manière-là. Bon, mais merci pour tout, Jean. C'était super intéressant. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie et bonne journée à tous.
J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi. Si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en tapant Live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao!